pour information, tout ce diaporama vous sera envoyé, enfin sera disponible et vous y aurez accès dans les jours qui vont suivre le webinaire. Donc toutes les diapos et l'enregistrement seront ensuite accessibles. Voilà, alors pour commencer, simplement un petit rappel sur les intrants. On en avait pas mal parlé l'année dernière fois, avec un petit focus sur les cives, un focus sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, sur les biodéchets. Et vous avez indiqué l'importance de ces substrats avec les nombreux impacts qu'il y a dans le choix des substrats. C'est vraiment la base du travail de la faisabilité en méthanisation. Un impact juridique et des impacts juridiques et fiscaux, tout d'abord. Avec des substrats notamment que découle la définition de ce qu'est une méthanisation dite agricole. Des impacts économiques, on vous souvenez de ces 2 unités de méthanisation. L'une avait 2 fois plus d'un substrat que l'autre et pourtant produisait 30% fois de moins en termes de biogaz et donc de chiffre d'affaires. Maintenant, on va poursuivre sur les impacts des intrants en vous présentant les impacts réglementaires avec Alain Rochut. Alors, je passe la diapo. Tac. Alain, je te laisse la parole. Oui, merci Guillaume. Donc, voilà, une slide pour vous présenter vraiment les grandes lignes de la réglementation qui s'applique à une installation de méthanisation. L'objet ici, c'est pas de rentrer dans un niveau de détail très précis, mais c'est juste d'avoir le panorama des réglementations qui peuvent s'appliquer à une installation. Une réglementation dont on a tous entendu parler, que l'on connaît plus ou moins bien, c'est la réglementation qui s'applique aux installations classées protection de l'environnement, les ICPE. Pratiquement tous les méthaniseurs, toutes les installations de méthanisation sont ICPE, sauf certains méthaniseurs adossés à des industriels ou à des stations d'épuration. Mais voilà, retenons que la grande majorité des installations de méthanisation sont concernées par cette réglementation-là. Elle vise à s'assurer que l'installation est construite, conçue et exploitée pour limiter au maximum les risques d'atteinte à l'environnement, que ce soit à travers le déversement ou la perte de matière ou de digestat par exemple, ou aussi également à travers la perte de biogaz qu'il convient de contenir et de valoriser, et non de laisser s'échapper dans l'atmosphère. Et puis, c'est une réglementation qui vise aussi à assurer la sécurité des intervenants, des opérateurs sur le site. Il y a 3 régimes, le régime de la déclaration, celui de l'enregistrement et de l'autorisation, qui sont principalement basés sur le volume d'intrants qui seront consommés par jour. On peut voir que le régime de la déclaration, c'est jusqu'à 30 tonnes par jour. Le registre de l'enregistrement, c'est entre 30 et 100 tonnes, et au-delà de 100 tonnes, on est en autorisation. Ça, c'est l'entrée, on va dire, volume. Par contre, il y a certains intrants, déchets, qui font que l'installation, elle bascule obligatoirement en enregistrement ou en autorisation. C'est à partir du moment où elle traite des sous-produits animaux, certaines catégories de sous-produits animaux, pardon. Qui font que, c'est ce qu'on voit sur la droite de la slide, qui font qu'elle bascule automatiquement en enregistrement ou en autorisation, et du fait que ces intrants-là impliquent un traitement spécifique pour limiter tous les risques sanitaires. Et puis ça fait le lien avec une autre réglementation, c'est l'obligation de détenir un agrément sanitaire dès que l'on traite des sous-produits animaux. Alors les sous-produits animaux les plus simples, on va dire, ou les moins à risque, ça va être les effluents d'élevage, les fumiers, les lisiers, et puis ça peut aller jusqu'à des déchets de produits carnés issus d'abattoirs ou autres qui peuvent représenter certains potentiels de risque. Et donc l'agrément sanitaire vise, la délivrance d'un agrément sanitaire par les services de l'État se fait après avoir vérifié que l'installation est conçue et a un procédé qui permet de s'assurer de détruire tout pathogène qui peut être contenu dans ces déchets qui pourraient se développer dans l'installation. Ça tourne principalement autour du processus d'hygiénisation. L'hygiénisation, c'est minimum 1 heure à 70 degrés pour des morceaux qui ne font pas plus de 12 mm.
Et puis une installation de méthanisation, elle est bien entendu aussi soumise à un permis de construire. Donc là, encore les services de l'État qui s'assurent que l'installation qui est envisagée sur tel ou tel zonage urbanistique peut bien avoir lieu. Voilà, donc les méthaniseurs agricoles ont la possibilité de s'implanter en zone agricole. Les méthaniseurs non agricoles, qu'on va qualifier plutôt d'industriels, ont plutôt leur place en zone d'activité, en zone constructible, avec des variantes qu'il peut y avoir dans les différents règlements d'urbanisme des collectivités. Donc là, les services de l'État sont chargés d'instruire ces permis de construire, qui sont délivrés par le préfet et non pas par le maire, comme bon nombre de permis de construire, notamment par exemple, si on fait construire une maison. Et puis, il y a des règles aussi qui s'appliquent à l'épandage du digesta, avec, voilà, sans rentrer dans le détail non plus, mais différentes réglementations qui peuvent s'appliquer au digesta pour s'assurer de son bon épandage et de la capacité des sols agricoles recevant ce digesta à le recevoir d'un point de vue technique et agronomique. Voilà, dans les grandes lignes, les grandes familles, les principales familles de réglementation qui s'appliquent à une installation de méthanisation. Merci Alain. Alors, normalement, je crois que tu dois nous quitter assez vite, donc je vais donner la parole à M. Wiemers. Si vous pouvez prendre la parole, c'est une question sur la réglementation bout de step. Allumez votre micro. Oui, on s'est dit qu'on allait sélectionner les questions, mais en vous donnant la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Alors, oui, bonjour, Allez-y. Stéphane Claudet-Bourgeois, donc, du CISEG, et Leslie Wiemers, du CISEG également. On vous interpellait car nous avons un projet de méthanisation sur notre station d'épuration qui se trouve à Givors, donc une capacité de 90 000 équivalents habitants. On en est qu'au démarrage, je dirais, des réflexions, puisqu'on va engager prochainement une étude de faisabilité. Et pour autant, compte tenu de la problématique du foncier sur notre station d'épuration, qui est quand même assez limitée, on s'interroge sur le régime réglementaire qui va concerner notre projet, à savoir est-ce qu'on va relever des installations classées pour la protection de l'environnement ou est-ce qu'on va simplement relever du régime IOTA, auquel cas les distances, je dirais, de sécurité des installations telles que le digesteur vis-à-vis des propriétés privées ou des riverains n'est pas la même que si on est en installation classée. Pour nous, ça change tout. On a du mal à y voir clair et quels sont vraiment les critères qui font qu'on bascule dans l'un ou l'autre de ces régimes. Voilà, merci pour vos réponses et éclaircissements. Merci. Moi sur ce volet-là, je ne suis pas suffisamment affûté sur la réglementation ICPE. Je suis juste en capacité de vous donner le vernis que je vous ai présenté. Je ne sais pas si notre collègue Marc Jabouille est connecté, mais à part s'il est connecté, à coup sûr, lui pourra répondre, mais s'il ne l'est pas, je vais prendre vos coordonnées, puis je vais vous renvoyer soit vers lui, soit vers un interlocuteur au niveau de votre département. Alors, il y a une DDPP, il y a des DDPP qui sont connectés. N'hésitez pas à répondre si vous avez la réponse. Voilà. Qui, sans trop m'avancer, mais effectivement, la réglementation ICPE pour les steps est bien particulière. Du coup, on va... En tout cas, jusqu'à récemment, il faudra vérifier si c'est toujours le cas, c'est pas certain, faut regarder, mais les petites unités de station d'épuration qui ne prenaient pas de boue autre que les leurs n'étaient pas soumises à l'ICPE. Voilà. Après, là, ce que j'ai pas en tête, moi, et Alain non plus, c'est est-ce qu'il y a un niveau de taille ou pas. Et a priori, par contre, si vous prenez des boues extérieures, il y a bien des chances que vous soyez soumis à l'ICPE. Là-dessus, le référent, ça sera Marc Jabouille. Donc, il était là au dernier webinaire. Ce que je vous propose, voilà, on va lui renvoyer la question, puis vous recevrez, enfin, vous mettrez en copie du mail et vous recevrez sa réponse. OK ? Très bien, merci. De rien. OK. Sur la réglementation, c'est tout bon.
Alors, c'est vrai que là, c'est qu'un petit aperçu, hein, parce que la réglementation au niveau de la méthanisation, elle est large, mais on a là le cœur de la réglementation, on va dire, avec les ICPE, l'agrément sanitaire et puis, bien sûr, le permis de construire. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu à la technique en vous parlant des process de méthanisation. Finalement, comment ça se passe pour digérer de la matière organique et en faire eh bien, les deux produits principaux qui sont le digestat et le biogaz. Alors, là aussi, en fait, la technologie, il y a différentes technologies à disposition et théoriquement, en tout cas, l'une est préférable à l'autre en fonction de la nature des substrats. Alors, lorsque les substrats sont pompables et donc relativement finalement liquides, la voie liquide infiniment mélangée s'impose et d'ailleurs, elle représente 92% des unités en région. Majoritairement, vous avez cette voie liquide les unités de méthanisation sont majoritairement en voie liquide. Comment ça fonctionne la voie liquide? Alors, vous voyez, c'est un système de cuve circulaire. Généralement, il y en a 2 à 3 digesteurs, ce qu'on appelle post-digesteur, stockage digestat. La plus grosse des cubes, d'ailleurs, hein, n'est pas le digesteur, c'est généralement le stockage du digestat, le stockage après méthanisation. Et un digesteur, voilà à quoi ça ressemble en voie liquide, hein. C'est une grosse cocotte minute qui est chauffée. Vous avez des tuyaux de chauffage. Vous faites rentrer tous les jours du substrat, soit par le petit tuyau là quand c'est des substrats liquides ou par une trémie d'incorporation quand c'est des substrats solides. Parfois, il y a aussi ce mélange substrat liquide, substrat solide se fait au sein d'une préfosse avant l'entrée dans le digesteur. Il y a différentes variantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, l'alimentation se fait tous les jours ou tous les 2 jours en fonction de la taille de la trémie d'incorporation. Et puis, les substrats sont mélangés et brassés pendant 60 à 80 jours. Ça dépend de la nature des substrats. Ça, c'est pour des substrats en moyenne agricole classiques, fumier, lisier, un petit peu de culture intermédiaire. Ils sont brassés à pH, ils restent à pH 7, à température autour de 40-42 degrés. Et c'est comme ça que le biogaz se génère. Et ce biogaz est stocké pendant quelques heures au-dessus, là, ce qu'on appelle le gazomètre, avant d'être envoyé en valorisation, ce qu'on va voir tout à l'heure. Et parallèlement, eh bien, sort aussi du digestat. Alors là, c'est ce système voie liquide, c'est un système de vase communicant. Quand vous rentrez 30 tonnes la journée, une journée, eh bien, par vase communicant, il va en ressortir 20 à 30 tonnes, voilà, aussi. Et donc, la matière pousse la matière ancienne vers la sortie. Donc voilà pour la voie liquide, qui est la très grande, la voie liquide qui est la voie majoritaire en région. On a une autre voie possible pour faire de la méthanisation, notamment quand les substrats sont plutôt peltables, sont très, très riches en fumier, etc. C'est la voie sèche. La voie sèche, avec une voie sèche discontinue ou continue, voilà, sans entrer trop dans le détail, c'est une voie qui, aujourd'hui, on comptait pas mal dessus il y a quelques années, hein, parce qu'effectivement, en France, les agriculteurs, il y a beaucoup de fumier à disposition. Ce n'est pas les mêmes élevages qu'en Hollande, où il y a beaucoup d'élevage hors sol, de lisier. Donc, voilà, cette voie a eu un petit développement, notamment la voie sèche dite discontinue, comme ça, en silo. Alors là, vous mettez la matière elle reste pendant 2 mois, et puis, une fois que vous l'avez mis, vous fermez les bâches, elle reste pendant 2 mois, et puis ensuite, vous ouvrez les bâches, et vous reprenez la matière digérée qui s'appelle donc le digestat, et puis pareil, hein, le biogaz est repris et valorisé. Ça, c'est des unités en fait qui alors, restent de petite taille, parce que vous voyez, la bâche, faut quand même majoritairement, enfin, il y a quelques unités où c'est automatisé, mais sinon, il faut quand même la tirer à la main, etc. Et donc, ça reste pour des tailles relativement petites d'unités de méthanisation. C'est une voie qui a eu quelques déboires, parce qu'on a essayé de l'adapter à de plus grosses unités avec ce système voie garage, mais là, ça a vraiment fait des contre-références. Voilà donc les 2 grandes façons de valoriser, les 2 grands types de process de méthanisation. Il y a aussi un process voie sèche dite continue, qui est très, très expérimental, hein. Là, pour le coup, il n'y a que quelques unités en France, dont une en région qui a d'ailleurs encore des phases d'adaptation à faire de mémoire. Sinon, en région, hein, on trouve les 2 types d'unités.
Donc là, je vous ai mis des exemples d'unités de méthanisation en région, dans l'Ain ou dans la Loire. Vous voyez, on voit là, c'est une unité avec digesteur là, et stockage digestat simplement. Et puis, vous avez une voie sèche ici en photo. Et puis, quand vous cliquerez là sur les liens, je ne suis pas sûr que je vais les passer parce que du coup, faut que, voilà, j'aimerais bien qu'on tienne l'horaire. Mais en tout cas, sur le diaporama, ça vous renverra vers des petites vidéos à regarder. En région, nous avons une voie sèche aussi, discontinue, qui s'appelle Delorme Développement dans la Loire et qui, elle, marche avec un bâchage automatisé et qui a été d'ailleurs un peu compliqué à mettre en place. Voilà, mais majoritairement, on a bien sûr la voie liquide. Voilà, pour les process, c'est très succinct. Néanmoins, si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que vous avez des questions? Levez la main ou voilà, n'hésitez pas. J'ai eu des questions dans le chat, mais vous y avez répondu. Je leur ai répondu directement. Ça concernait le chauffage des digesteurs, quelle que soit la voie de valorisation. Ok. Et donc, on est effectivement sur du chauffage, que l'on soit en voie liquide ou en voie sèche. Ah, exactement, c'est du chauffage. Alors, il y a un micro qui est ouvert là, par contre. Texte, je ne le repère pas, mais voilà. Ok. Il y a une main levée, non? J'ai l'impression. Je la vois pas. Oui, Adrien Roche, agglomération du Grand Annecy. Ok, allez-y. La question exactement. Je voyais sur votre schéma, dans la voie liquide infiniment diluée, qu'on avait un tracteur qui rentre la matière, ce qui est une méthode classique qui ne passe pas par l'hygiénisation. Et j'ai cru comprendre que maintenant, toute la matière agricole devrait passer par l'hygiénisation. Est-ce qu'il y a un changement qui a vraiment eu lieu entre la façon de fonctionner avant et ce qui va venir dans les années à venir? Ou j'ai peut-être mal compris les matières qui nécessitaient l'hygiénisation? Alors, Alain, je te laisse répondre. Mais non, normalement, enfin, les matières agricoles type végétal, tout ce qui est végétal n'a pas besoin d'être hygiénisé. Ensuite, les effluents d'élevage dans un bon nombre de situations sont exonérés de la nécessité d'hygiénisation, doivent être hygiénisés, les produits carnés, les autres sous-produits animaux, autres que effluents d'élevage. D'accord, donc tout ce qui est lisier, fumier, etc. n'a pas besoin d'être hygiénisé et ne le sera pas, en tout cas pas pour le moment. Un méthaniseur, comme on en a bon nombre dans notre région, basé sur des effluents d'élevage et des résidus végétaux ou des couverts végétaux, n'a rien à hygiéniser. C'est par le bas ce qu'il a mis sur. D'accord, merci. Alors ça, c'est pareil, du coup, on aura l'éventuel complément de Marc Jabouille, qui malheureusement, visiblement, n'a pas pu être là aujourd'hui. Ok, du coup, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que les déchets domestiques peuvent être mélangés avec les autres intrants et notamment les déchets animaux? Alors, est-ce que les déchets domestiques fermentescibles, c'est-à-dire du coup la partie organique des ordures ménagères, c'est ça? Madame Le Marchand? Oui, bonjour. La parole, bonjour. Oui, tout à fait, oui. C'est que je travaille dans un syndicat de traitement des déchets et à partir du 1er janvier, nous serons dans l'obligation de collecter les déchets domestiques fermentescibles, donc la part compostable des déchets domestiques. Et alors, la réponse est oui. Oui. Voilà. Par contre, c'est pas chaque particulier qui va les mettre dans un méthaniseur, parce qu'en fait, il y a vraiment un enjeu. Bon, bien sûr, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais effectivement, la collecte séparée des biodéchets que les collectivités vont mettre en place à partir du 1er juillet 2024, un des exutoires de valorisation peut être sans problème, effectivement, la méthanisation. Oui, vous étiez peut-être pas là la semaine dernière, mais effectivement, on l'avait abordé dans les biodéchets. Après, un enjeu en méthanisation, mais dans le compost aussi, de toute façon, c'est la qualité de tri des biodéchets, parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'indésirables, en tout cas dans des proportions trop importantes, parce qu'après, tout ça revient au champ. Mais effectivement, la méthanisation est une belle voie d'économie circulaire des biodéchets. Voilà, il y a des projets comme ça de déchets de cantine pour les élèves qui iraient dans un méthaniseur qui ensuite va produire du méthane et notamment du bio-GNV, voilà, et qui ensuite va alimenter des bus scolaires.
qui va ensuite amener les élèves justement à l'école. Voilà. Donc, du coup, on espère que même si leur déchet leur permet de les amener à l'école, qu'ils continueront à trier et qui sont tous de très bons élèves. Mais c'est des modèles, effectivement, qui sont largement en cours de développement. Ça a répondu à votre question? Donc, par contre, les biodéchets, a priori, notamment les déchets de table, c'est sûr, c'est hygiénisation. Il y a 3 personnes en salle d'attente. Je laisse mes co-hôtes les faire rentrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la technique? Non? Alors, il y a tout un tas de vidéos que vous pourrez retrouver aussi sur les sites, sur notre site. Biogaz-Aura, qui présente des unités de méthanisation avec leur process. Et puis, si on a le temps à la fin, je vous montrerai 2-3 vidéos. OK. Donc, on continue. Alors, j'ai du mal à passer le diaporama. Je vais passer comme ça. Tac, tac, tac. Eh bien, une fois que cette matière est digérée, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il va y avoir la production d'un premier produit qui est le digestat. Et là, je laisse la parole à Jean-Paul Sauzet des Chambres d'Agriculture. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour aborder la question des digestats, comme Guillaume vous l'a expliqué, on a une très grande majorité des unités qui sont en voie liquide infiniment mélangées, ce qui signifie que les matières en sortie sont à peu près entre 7 et 9% de matière sèche. Ce digestat, il contient une matière organique résiduelle, c'est ce qui n'a pas été dégradé, elle est plutôt stable. Et seule la partie facilement dégradable par les bactéries a été transformée en gaz. Alors, on a différentes études qui confirment que le retour au sol de ces matières associé à une généralisation des intercultures, qu'elles soient valorisées en énergie ou pas d'ailleurs, mais le principe de généraliser le plus possible les intercultures, de ne pas laisser les sols nus, permet de maintenir, voire d'augmenter le taux de matière organique des sols. Alors, ces digestats qui sont plutôt liquides subissent soit peuvent subir une transformation, une séparation de phase, mais c'est laissé chaque unité de méthanisation décide si c'est opportun ou pas. Quand on a la séparation de phase, on a d'un côté une phase liquide et de l'autre côté une phase solide qui peut représenter 15% à peu près du volume global du digestat. Et puis, on a évoqué tout à l'heure le plan d'épandage d'un point de vue réglementaire. On a aussi la possibilité d'avoir des produits qui sont épandus sous une forme normalisée. Donc, les deux solutions existent. La grande majorité des unités de méthanisation ont un plan d'épandage. Alors, sur la question de la valeur fertilisante de ces digestats, on a un principe qui est celui de la conservation de tout ce qui est minéral, tout ce qui rentre sous forme minérale, ressort sous forme, attaque sous forme minérale. Les bactéries n'ont pas d'effet sur tout ce qui est minéral. Donc, ça veut dire que le phosphore, la potasse, l'azote minéral qui est contenu dans les intrants est conservé. Et puis, pour ce qui est de l'azote organique qui rentre dans le méthaniseur, pendant le processus, on a une partie de cet azote organique qui est transformée sous forme minérale en ammoniac, sous forme ammoniacale, ce qui explique l'intérêt de ces matières, de ces digestats pour se substituer aux engrais du commerce. On va y revenir tout à l'heure, mais qui oblige également à avoir des procédés d'épandage avec des pendillards, parce que l'ammoniac étant très volatile, on a des matériels, des équipements qui permettent d'apporter ces matières au plus près du sol et des plantes quand elles ont besoin d'être fertilisées, essentiellement au printemps, mais pas seulement. La valeur fertilisante va forcément jouer aussi, évoluer avec la nature des intrants qu'on incorpore dans le méthaniseur. Alors, j'ai évoqué le fait de remplacer les engrais. Vous imaginez bien en ce moment avec l'augmentation, la flambée des prix du gaz notamment, qui est utilisé comme combustible pour synthétiser l'azote de l'air. On a des coûts des engrais qui ont littéralement explosé. Donc, c'était avant même que ce phénomène existe. On avait déjà un tropisme d'une bonne partie des agriculteurs vers les digestats pour être plus autonomes et moins dépendants des achats d'engrais. Mais là, avec la situation actuelle, on a vraiment un regain d'intérêt pour ces produits-là. On a les mêmes effets fertilisants que les engrais du commerce. Et
Et selon la nature des intrants, on a déjà évoqué ça la semaine passée, mais Guillaume l'a évoqué à nouveau. On peut admettre des produits exogènes, des biodéchets, etc. Et selon la qualité du tri, les digestats peuvent être compatibles avec les cahiers des charges d'agriculture biologique, mais attention à bien travailler les produits en amont. Et le fait d'introduire des biodéchets, ça permet également d'augmenter la quantité d'éléments fertilisants dans les digestats pour un retour au sol sur les territoires. Et on touche là une sorte d'économie circulaire où on ferme la boucle des éléments minéraux qui passent par l'alimentation et qui retournent au sol. Donc là, il y a vraiment un intérêt global, territorial de travailler sur ces matières-là pour qu'elles aillent dans les méthaniseurs. Deux derniers avantages, et pas des moindres. On est intéressé par ces digestats parce que pendant le processus, on a une destruction des graines d'adventice. Donc là, on a vraiment un produit qui est intéressant au regard de certains fumiers, surtout s'ils ne sont pas compostés. Donc, on a une bonne maîtrise de l'enherbement. Et puis, là, c'est plus pour la baie avec les voisins, le voisinage. Et c'est le fait que ces matières sont désodorisées en grande partie. Donc, on a vraiment des épandages qui peuvent se faire à proximité des zones urbaines ou périurbaines en se libérant de toutes les contraintes d'odeur que l'on peut avoir quand on épand des lisiers, par exemple. Bon, pour finir, c'est des pratiques et des techniques qui nécessitent des suivis sur la durée. Donc là, il y a un programme d'expérimentation qui est en cours avec le réseau des chambres d'agriculture qui s'appelle Pépite Digesta et qui va nous permettre de faire des suivis sur la durée de l'effet, de l'impact de ces matières, sachant qu'on commence à avoir des retours sur des unités de méthanisation qui sont en activité depuis maintenant une dizaine d'années. Je vous remercie. Parfait, merci Jean-Paul. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, un point que Jean-Paul a dit, mais qui est fondamental, c'est quand vous mettez 100 tonnes de matière brute dans un méthaniseur, il en ressort 80 à 90 tonnes de matière brute. C'est-à-dire il y a vraiment de la matière à épandre et donc une matière fertilisante fort intéressante qui était un peu nouvelle pour les agriculteurs il y a quelques années, où maintenant, eh bien, je pense qu'un certain nombre d'études sont sorties et on domine bien mieux les tenants aboutissants de passage en méthanisation du fumier et de sa transformation en digestat. Est-ce qu'il y a des questions du coup? Alors, je ne vois pas les mains levées, pas de questions là-dessus sur le digestat. Alors, je vois une question dans le chat. Doit-on pas épandre les digestats avant d'épandre le digestat, le composter afin d'améliorer sa pénétration dans le sol? Le fait de composter les digestats, en fait, c'est plus réglementaire qu'autre chose, parce qu'un digestat composté est transformé en produit et n'est plus un déchet, donc il peut s'affranchir des plans d'épandage. Donc c'est surtout pour des questions réglementaires que le digestat est composté finalement. Mais d'un point de vue purement biologique et agronomique, il n'y a aucun intérêt à composter le digestat avant de l'épandre. Enfin, j'ai vu qu'en ligne, il y avait également ma collègue Stéphanie Chavreau qui a travaillé sur ces sujets-là. Si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas, Stéphanie. Rien de particulier à rajouter, si ce n'est que dans le process de méthanisation, on a déjà un carbone qui est assez évolué, donc qui est très stable. L'intérêt du compostage n'a pas lieu d'être d'un point de vue purement agronomique et effectivement peut-être que sur le plan administratif, les réglementaires. Notamment dans les cahiers des charges comptés où c'est écrit dans le cahier des charges. Merci. Il y avait un autre. Il y avait d'autres questions. Simplement, j'ai la joie de vous annoncer l'arrivée de Marc Jabouille, donc le spécialiste réglementaire en région. Donc Marc, il y aura deux questions pour toi que je vais te reprendre là, parce que du coup, puisque tu es là, est-ce que Jean-Paul ou Yann, vous pouvez lui recopier-coller les deux questions qu'il y avait sur la réglementation? C'était la réglementation sur bout de steppe et puis l'hygiénisation pour les fumiers lisiers
voilà, Alain voulait plutôt s'en référer à tes réponses à toi. Donc, on te remet les questions dans le chat et puis si tu peux nous en dire 2 mots, parfait. Si on continue sur le Digesta, alors il y a peut-être des chances qu'on dépasse un peu, mais en termes d'horaire, en tout cas, voilà, on préfère favoriser les échanges et puis j'espère que vous pourrez continuer à être là, même si on dépasse un petit peu par rapport à l'horaire. Alors, il y avait plusieurs. Bonjour, l'épandage doit-il être réalisé dans un périmètre défini réglementairement autour de l'unité de méthanisation? Donc là, je vais répondre un peu rapidement, mais globalement, la règle générale, c'est qu'effectivement, il y a un plan d'épandage pour les unités de méthanisation. C'est en règle générale comme ça. Et donc, le périmètre doit être identifié. Il y a un plan d'épandage, c'est l'unité de méthanisation qui a son plan d'épandage et elle identifie les parcelles où elle va épandre. Il y a un certain nombre de possibilités de s'affranchir en plan d'épandage. C'est quand effectivement le Digesta est composté, donc est normé, du moins, pas que composté, normé. La bouteille a une norme, la NFU 44051 notamment. C'est aussi quand il est dit homologué. Donc là, une homologation, c'est Digesta par Digesta, c'est très rare en France, il y en a 1 ou 2 unités qui sont homologuées et à ce moment-là, ils passent ce qu'on appelle du statut déchet au statut produit. Et puis, il y a aujourd'hui la possibilité de faire partie d'un cahier des charges, dit cahier des charges Digest, qui dépend effectivement de ce que vous mettez dans le méthaniseur. Et si votre intrants, globalement, c'est ça, hein, si vos intrants sont conformes à ce qui est dans le cahier des charges, alors on estime que le Digesta, globalement, a telle et telle qualité. Et donc là, vous pouvez aussi vous affranchir du plan d'épandage. Et à ce moment-là, ça devient un produit que vous pouvez vendre. Voilà, que vous pouvez vendre. Donc là, j'ai résumé. Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas pour les agronomes. Ensuite, il y avait pourquoi est-il nécessaire d'apporter de l'eau dans le process de méthanisation? C'est une très bonne question. En voie liquide, normalement, on ne doit pas apporter de l'eau. La voie liquide est adaptée à des substrats qui sont pompables. Et donc, voilà. Aujourd'hui, néanmoins, on apporte de l'eau parce que finalement, la voie liquide, c'est avéré comme vraiment le process le plus mature, surtout celui qui est quasi uniquement le process qui permet de faire de l'injection biométhane. En voie sèche, vous voyez, notamment la voie sèche dite discontinue en silo, on ne peut pas faire d'injection biométhane très facilement. D'abord parce que c'est des petites unités, c'est généralement des petites tailles, toujours par rapport aux problèmes, enfin, pas aux problèmes, mais aux contraintes de bâchage, débâchage notamment. Et puis parce que quand vous ouvrez un digesteur, eh ben, vous faites rentrer de l'air et ensuite le biogaz, il est d'autant plus compliqué à épurer. Et donc on est sur la voie liquide, et la voie liquide aujourd'hui, eh bien, effectivement, parfois, on est obligé de mettre de l'eau pour liquéfier un petit peu les substrats qui arrivent pour que ça soit brassable, pompable. J'ai plus en tête, mais grosso modo, on met en région un peu moins de 1% d'eau sur l'ensemble des substrats, 1 à 2% je crois de mémoire, d'eau sont rajoutés par rapport à l'ensemble des substrats. Voilà la principale raison de l'ajout d'eau dans la méthanisation. C'est souvent de l'eau de récupération, de l'eau de pluie qu'on récupère. Ça peut être aussi des jus de silo, etc. Donc, tout digestat est forcément composté? Non. Alors, Patrick, normalement, c'est une question assez pointue. Comment commence-t-on à avoir des ratios entre quantité de telle matière qui entre et quantité de gaz et digestat produit? Si oui, où peut-on trouver ça? Des ratios entre quantité de telle matière qui entre et quantité de gaz digestat produit. Alors, il me semble que, pour moi, oui, on a les ratios. Oui, on a des bases de données. C'est des bases de données, effectivement. Là-dessus, Patrick, je te laisserai te rapprocher de Jean-Paul, mais on a effectivement un certain nombre de choses qui permettent justement de savoir quelle quantité de digestat il va y avoir à épandre et puis quelle quantité de méthane va être produit. Bonjour. Alors, Guillaume Salc-Moreton, bonjour. Pour limiter la volatilisation ammoniacale, est-ce que les pandillars sont en voie d'être remplacés par les injecteurs lorsque c'est possible? Le pandillard, c'est l'aspect réglementaire et du coup, au minimum, c'est pandillard. L'injecteur, effectivement, c'est encore mieux. Alors, est-ce qu'il y a un mouvement dans les campagnes pour aussi associer des injecteurs, c'est-à-dire si c'est injecté carrément dans le sol là pour limiter les pertes d'ammoniac? Je ne pense pas, mais je laisse peut-être les agronomes répondre. Juste un petit élément pour ce qui me concerne. Jabouille. C'est Marc Jabouille. Ouais, c'est Marc Jabouille, pardon. Les injecteurs, c'est bien, mais il faut que les sols le permettent. Et dès lors qu'on va avoir un petit peu de grossier, des cailloux dans les injecteurs, ils vont avoir beaucoup de mal
Donc, en tout un moins, réglementairement, on n'imposera pas le passage du pendillard à l'injecteur, ça c'est clair. Ok, merci du coup, Marc. Eh bien, écoute, j'en profite. En 2 minutes, si tu peux répondre à chacune des 2 questions. Alors, On a les dit deux... qu'on remontait, on te les a Non, remontées ou pas? je les ai pas vus réapparaître, mais vas-y, Ok. lance-les. Alors, la première question, c'était quel est le régime ICPE pour des stations, pour une méthanisation sur bout de steppe? Alors, ça va dépendre. Ça va dépendre. Une station d'épuration qui traite uniquement les bouts de sa propre produite sur sa propre station, et je parle bien de station, je ne parle pas de régime de réseau d'épuration, c'est-à-dire que si une collectivité a plusieurs stations, on fait les raisonnements station par station. Donc, si la station d'épuration ne traite que ces bouts, alors le méthaniseur est considéré comme un IOTA, c'est-à-dire il est soumis à police de l'eau. C'est simplement un outil qui permet de traiter l'eau, c'est pour du traitement de l'eau et rien que de l'eau. Donc celles-là, elles sont soumises à la réglementation IOTA. Pour autant, aujourd'hui, avec le régime de l'autorisation environnementale, généralement, et c'est ce qui a été fait dans certaines stations d'épuration, l'inspection est venue accompagner les services de la police de l'eau avec des prescriptions qui correspondent, pour certaines prescriptions qui correspondent aux prescriptions ICPE, sans imposer toutes les prescriptions ICPE. Si dans ma station d'épuration, d'un seul coup, comme ça existe, je fais rentrer des bouts de plusieurs origines, alors auquel cas, ce n'est plus une installation de traitement de l'eau, c'est une installation de traitement de déchets divers. Et là, d'un seul coup, on tombe directement sous le régime des ICPE en fonction du volume, en autorisation ou en enregistrement. Eh ben, merci Marc. Je crois que c'était, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur ce point-là, mais on avait quasi répondu ça, donc on n'était pas trop mal. Donc, l'essentiel, c'est ça, hein, c'est en fonction d'où vient, voilà, s'il y a des bouts d'origine diverses, autres que celles de la station ou pas. C'est ça. Et c'est la même chose pour les bouts d'un industriel. Si c'était un méthaniseur qui se trouverait chez un industriel, s'il ne traite que son fil d'eau, alors il n'est pas forcément ICPE. Enfin, il n'est pas ICPE sur la rubrique 2781. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas lui imposer des prescriptions particulières en termes de sécurité et de risque sur les installations classées, sur son méthaniseur, pardon. Ok. Eh bien, merci. La deuxième question, c'était l'hygiénisation de fumier lisier. Donc, globalement, on a répondu que non, il n'y avait pas besoin. Je n'ai pas voulu citer parce que tu n'étais pas présent. Je ne sais plus exactement où ça en est, mais on parle parfois de la barre des 30 000 tonnes de fumier ou de plus de 10 fermes, je ne sais plus, qui amènent à une unité collective où là, il y a un petit… il y a un arrêté ministériel qui donne les règles. Et qui dit que si on traite du fumier, du lisier, du lactosérum, on n'est pas obligé d'hygiéniser ce volume-là. Ensuite, il y a une circulaire. Alors, avec tout le poids réglementaire que peut avoir une circulaire, qui n'est pas fondamentalement une règle de droit, mais qui est une façon dont les services doivent lire le droit. Sauf que cette circulaire, elle va au-delà de ce qui est écrit dans l'arrêté ministériel. Donc, ça laisse une part d'appréciation à l'inspection, parce que cette circulaire fixe effectivement qu'il faut être extrêmement vigilant et qu'il nous est conseillé d'imposer à partir d'une dizaine d'exploitations et des 30 000 tonnes par an, il nous est conseillé, fortement conseillé, pour ne pas dire incité, mais ce n'est pas écrit dans le texte, dans l'arrêté ministériel. Donc, si jamais on l'imposait et qu'il y avait un recours, je pense que le recours pourrait être gagné par le porteur de projet. Si lui, de son côté, il est capable de démontrer que le risque sanitaire qu'on est censé couvrir en hygiénisant plus de 10 exploitations ou plus de 30 000 tonnes par an n'est pas satisfaisant. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura forcément une discussion avec le service, alors pas des installations classées, mais le service santé et hygiène
de la DDE-TSPP, puisque ça peut, dans un certain nombre de départements, ne pas être la même personne qui s'occupe des ICPE d'un côté et de l'agrément sanitaire de l'autre. Ok. Ben, écoute, merci Marc. Je pense que c'était clair. Il nous manquait un peu cette info. Les 30 000 tonnes, 10 agriculteurs, 30 000 tonnes. Attention, là, possiblement, l'administration pourrait demander une hygiénisation des fumiers, mais sinon, en l'occurrence, en région, je crois que les fumiers, il n'y a pas de cas où il y a une hygiénisation du fumier lisier. On a un établissement, pour ne pas donner de département, mais pas très loin de la Suisse, qui a une installation de ce type sur lequel nous n'avons pas exigé l'hygiénisation en amont des fumiers. Ok. Et ben voilà, du coup, on a répondu aux questions réglementaires, si vous en êtes d'accord pour les personnes qui les avaient posées. Sinon, vous nous mettez un mail pour qu'on puisse approfondir avec vous. Mais sinon, Marc a répondu du coup en direct. Merci Marc, tu as bien fait de venir. On va continuer alors là sur maintenant, après avoir vu la valorisation des digestats, d'un des produits de la méthanisation, c'est pas le moindre, les digestats. Bien sûr, il y a aussi le deuxième produit à valoriser en méthanisation qui est le biogaz. Donc le biogaz, je vous rappelle que c'est un mélange de méthane, c'est d'ailleurs ça qui va être valorisé, et d'autres gaz, notamment du CO2. Alors là, on ne va pas en parler, mais il s'avère qu'il y a aussi des unités qui, aujourd'hui, ont des projets de valorisation de ce CO2 qu'on appelle biogénique et qui le captent. C'est ce qu'on appelle un haut gaz, le CO2, c'est-à-dire qu'il repart à l'atmosphère en méthanisation. Et aujourd'hui, il y a des unités qui le captent pour le valoriser, soit dans des serres maraîchages, soit dans des boissons gazeuses, etc. Là, j'ai effectivement centré le propos sur la valorisation du gaz principal qui est le CH4. Alors, aujourd'hui, sur la valorisation du biogaz en région, c'est majoritairement en nombre d'unités, des unités qui le valorisent en cogénération. On va tout de suite voir après ce que c'est. Ensuite vient la deuxième voie de valorisation qui est le biométhane, c'est-à-dire l'injection du méthane dans les réseaux de gaz de distribution en région. Ça peut être aussi du réseau de transport. Donc, en nombre d'unités, il y a 2 fois moins d'unités en biométhane qu'en cogénération. Il faut savoir, par contre, que le biométhane est aujourd'hui, la valorisation biométhane est aujourd'hui la filière qui est en pleine expansion. On met très peu en service d'unités en cogénération ces 3 dernières années. À l'inverse, les unités en injection biométhane sont largement prédominantes sur les mises en service et aussi sur les projets. Voilà, c'est pas pour rien. Vous allez le voir pourquoi dans quelques minutes. Je vous ai mis les productions régionales. On produit aujourd'hui en méthanisation. Alors, il y a d'autres types de valorisation. Il y a 17 unités aujourd'hui qui valorisent en thermie. Ça, c'est une valorisation historique, notamment sur les stations de bout d'épuration. Il s'agissait de faire passer le biogaz dans une chaudière et de chauffer quelque part les boues pour évaporer l'eau, faciliter l'épandage. J'en avais dit 2 mots déjà la semaine dernière. Et puis, il y a encore quelques unités qui ne valorisent pas du tout, qui sont du torchage, c'est notamment dans les décharges d'ordures ménagères. La plupart des décharges d'ordures ménagères ne sont pas en torchage, sont en valorisation électrique, en cogénération. Globalement, cette valorisation du biométhane, cette valorisation du méthane en électricité ou en biométhane, en région, à l'heure actuelle, c'est à peu près l'équivalent des besoins en énergie de 120 000 foyers en logement neuf, en logement RT 2012. Voilà, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, sur le terrain. Aujourd'hui, on n'est pas tous dans des logements neufs. Mais en logement de RT 2012, c'est 120 000 foyers dont les besoins énergétiques seraient assurés. Je vous ai mis les productions en électricité et en biométhane, en gigawattheure. Il faut savoir que la part de l'élec par rapport à la consommation régionale est très faible, mais ce n'est pas très significatif. Là, l'injection, la méthanisation, l'enjeu, c'est surtout sur l'injection de biométhane. Faire de l'électricité, je vous donne une des raisons pour lesquelles l'injection biométhane est privilégiée, c'est parce que faire de l'électricité, on peut en faire de plein de manières. Aujourd'hui, au niveau national, on privilégie de faire de l'électricité via le photovoltaïque ou l'éolien ou l'hydroélectricité.
Par contre, en injection biométhane, voilà, je vous ai mis aujourd'hui, on injecte à peu près l'équivalent de moins de 1% de la consommation régionale. Ce n'est pas vrai dans tous les départements, hein. Vous avez l'Ain qui, avec ses méthaniseurs en biométhane, en injection biométhane, assure 1,7% de sa consommation. Alors, on garde en perspective l'idée d'avoir en 2035 10% enfin 2028-2030 du moins, 2028-2030, d'avoir 10% de la consommation qui soit issue de biométhane. Et à horizon 2050, l'enjeu, c'est que 80% à 100% du gaz qui circule dans les réseaux soit d'origine bio, c'est-à-dire biosourcée, et dont un tiers en fait issu de la méthanisation, les 2 autres tiers étant d'autres technologies. Mais l'idée, c'est qu'on arrive non pas à 0,65 ou 1,7, mais à 33% à peu près issus de la méthanisation. Voilà, maintenant, je vais juste simplement vous présenter très rapidement, en prenant le temps quand même nécessaire. Il faut que j'arrive à passer une diapo, excusez-moi. Ok, du coup, alors, une diapo ne veut plus passer. Hop, je m'excuse. Tac, voilà, c'est bon, ça va redémarrer. Donc, voilà, première voie de valorisation que je voulais vous présenter, qui est une voie donc, qui est un peu en dormance, mais qui a été très dynamique il y a quelques années, c'est la valorisation en cogénération. Donc, en cogénération, l'idée, c'est le biogaz que vous sortez, vous le faites passer dans un moteur de camion, en fait, qui a été un petit peu modifié pour pouvoir brûler du biogaz. Et ce moteur-là va produire, on va mettre un alternateur, et va permettre de produire de l'électricité. Voilà. Et vous récupérez aussi la chaleur, comme vous, dans votre voiture, vous récupérez la chaleur aussi du moteur. Là, on fait passer de l'eau autour des gaz d'échappement ou du liquide de refroidissement. Ça permet de récupérer de la chaleur qui sert à la fois pour chauffer le process, 40 degrés à peu près, et aussi pour arriver à sécher, par exemple, du fourrage, où il y a une unité en région, vous verrez, il y aura le film disponible là, sur la présentation, qui chauffe des lycées, par exemple. Voilà. Alors, cette voie de valorisation est donc en région, voilà, on a un certain nombre d'unités. Tout à l'heure, vous avez vu le nombre. Ça reste des petites unités en équivalent électrique. Vous voyez, c'est l'équivalent à peu près entre 300 et 600 foyers par rapport aux besoins énergétiques des foyers en logement neuf. Là, je parle que de l'aspect électrique issu de ces unités de méthanisation. On pourrait dire, mais il y a la chaleur aussi. C'est vrai qu'il y a la chaleur, sauf qu'on constate que ces unités-là, aujourd'hui, sur la valorisation de chaleur, il y a quelques belles valorisations de chaleur sur les unités de cogénération, mais majoritairement, quand vous rentrez 100 kWh de biogaz dans ce moteur-là, vous en utilisez que 45 à peu près, 45% de rendement énergétique effectif. C'est-à-dire que vous avez à peu près 37 kWh qui sont produits sous forme d'électricité et à peine 10%, 10 kWh qui sont réellement valorisés en chaleur pour la société. Alors après, il y a quand même de la valorisation de chaleur entre guillemets pour le process, mais voilà, c'est des unités qui sont peu efficaces sur le terrain en termes de valorisation énergétique. Par contre, c'est des unités effectivement qui étaient assez plus faciles d'accès, on va dire, pour un agriculteur. Vous voyez, je vous ai mis à peu près, voilà, on a des moyennes de 180 kW électriques en moyenne pour un agriculteur pour de la méthanisation individuelle. Voilà, ça fait à peu près un troupeau, l'équivalent d'un troupeau de 240 vaches. En fait, c'est bien sûr, généralement, comme les autres unités en injection biométhane, ce n'est pas que du fumier, vous le disiez, c'est un mélange, un mix d'intrants qui interviennent dans ces unités-là. Mais c'est vrai que c'était des unités, on va dire, de plus petite taille en termes d'intrants et du coup aussi en termes de puissance et d'énergie qui en ressortent. Il y a encore des unités en cogénération qui se développent, mais aujourd'hui, la priorité est réellement mise sur le biométhane qu'on va voir maintenant. Je vous ai mis voilà, quelques chiffres. Alors là, je ne vais pas les passer en revue, simplement quelques chiffres économiques, peut-être un petit peu bas en charge d'ailleurs, mais voilà, globalement, c'est des unités voilà, qui
pour une 180 kW électrique. 180 kW électrique, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est la puissance électrique du moteur. Voilà. Et vous multipliez par 8000 heures à peu près en région, un peu moins d'ailleurs en région, pour connaître la quantité d'électricité produite. 180 kW électrique multiplié par 7600 heures, je crois, en région de fonctionnement. En moyenne, et ça vous donne la quantité d'électricité produite. Pour ce type d'unité, bon, je vous ai mis quelques chiffres pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, un investissement d'1,6 million, ça permet de faire un revenu disponible de 60 000 euros environ, sans doute un peu plus bas, peut-être plus autour de 50 000 euros d'ailleurs, vu les évolutions de l'inflation en ce moment. Mais globalement, voilà, ça sert ensuite à investir à nouveau dans l'unité, et puis à se payer, hein, parce que c'est un vrai atelier. En moyenne, c'est 0,5, 0,8 ETP là, pour faire ce type d'unité-là. Puis quand vous êtes à plusieurs, il faut partager le revenu entre actionnaires. Donc voilà pour la valorisation en cogénération. Maintenant, si je passe à la valorisation, la deuxième valorisation en injection biométhane, alors là, le biogaz, pour le coup, vous ne le faites pas passer directement dans le réseau de GRDF parce que là, ils ne vont pas être contents parce que GRDF est soumis à des normes extrêmement strictes de la qualité du gaz dans son réseau. Et donc, vous ne pouvez pas faire passer un gaz dans un réseau qui contient 50% de CO2, de l'azote, etc. Donc, vous avez une phase d'épuration d'abord. Épuration, il y a différentes technologies d'épuration en région et puis dans la méthanisation générale agricole, qui est celle aujourd'hui qui se développe le plus. Dans la méthanisation STEP, ça ne sera pas cette technologie. Dans la méthanisation sur décharge, ça ne sera pas cette technologie. Mais dans la méthanisation agricole, on a généralement de l'épuration dite membranaire. Voilà. C'est en gros une sorte de passoire qui laisse passer que le méthane, qui est une molécule plus grosse que les autres. Et donc, les autres peuvent s'échapper et ça donne ce qu'on appelle le off-gaz. Et c'est notamment le CO2 qu'on peut récupérer ensuite. Une fois qu'il est épuré, passé dans l'épurateur, vous atteignez par contre ce qu'on appelle du biométhane, c'est-à-dire du biogaz à plus de 95% de méthane. Et à ce moment-là, vous l'injectez dans le réseau de distribution ou de transport. Et puis, vous pouvez ensuite l'utiliser de différentes manières, notamment pour vous chauffer ou pour cuisiner et aussi pour la mobilité. C'est d'ailleurs aujourd'hui la principale utilisation du biométhane, c'est la mobilité. Aujourd'hui en région, les nombres d'unités en biométhane sont 2 fois moins nombreuses qu'en cogénération, mais en production d'énergie, elles ont dépassé en termes de kilowattheure la production d'électricité des unités de cogénération. Je vous ai mis en moyenne, vous voyez, une unité de méthanisation en cogénération, c'était 300 foyers, à 300 à 600 foyers. Eh bien, les unités de méthanisation en région agricole, c'est 2300 foyers. En termes de besoins énergétiques. Vous avez une unité de méthanisation qui s'installe sur votre territoire, eh bien, globalement, en moyenne, voilà, ça assurera les besoins énergétiques de 2300 foyers en logement neuf. Après, en bout de step, c'est des unités un petit peu plus grandes. Et vous voyez, par rapport à la cogénération, quand vous rentrez 100 kWh, quand vous sortez 100 kWh du digesteur, là, eh bien, en injection biométhane, il y a 95 kWh qui vont être utilisables pour la société. Voilà. Et ça, c'est une grande différence quand même avec la cogénération. Et puis, par ailleurs, la priorité est mise en méthanisation sur l'injection parce que faire du gaz autrement que par les méthanisations, aujourd'hui de mature, il n'y a pas trop d'autres techniques. On a en perspective 2 autres techniques, mais à l'inverse de l'électricité qu'on peut faire de différentes manières, le biométhane, aujourd'hui, il y a principalement la méthanisation. Voilà, du coup, pareil, je voulais vous présenter quelques points d'économie de projet. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous verrez, je vous ai présenté un petit projet de 73 normomètres cubeurs, voilà, un petit projet agricole, mais néanmoins qui, en général, fait à 2 ou 3, parce que ça reste, des petits projets en injection biométhane restent quand même des gros projets à l'échelle d'une ferme. Et puis un autre de 150 normomètres cubeurs, ce ne sont pas moi, pardon, c'est GRDF qui nous a permis et gentiment fourni les chiffres, les chiffrages qui permettent effectivement d'arriver à un modèle économique que je vous présente là. Alors c'est pareil, en termes de revenus disponibles, vous avez des revenus qui sont assez conséquents, 200 000, 255 000 euros après impôt. Voilà, il faut savoir que ça c'est à partager ensuite avec 5 à 10 actionnaires. Puis ensuite, il faut en garder aussi pour investir un peu dans l'unité, pour notamment l'instrumenter un peu mieux ou avoir des phases de modernisation. Voilà les modèles économiques que vous aurez à disposition pour
pour vous fixer des idées. Est-ce qu'il y a des questions avant d'entamer la dernière partie? Alors, vous êtes là? Oui. Pas de questions? Est-ce que je vous ai perdu? Non, non, on t'écoute. OK. Donc, eh ben, a priori, s'il n'y a pas de questions sur cette valorisation et cette technologie et sur les modèles de cogénération et d'injection biométhane, merci, vous êtes là, parfait. Eh bien, alors passons à une partie moins technique, plus sur l'intérêt pour les acteurs d'un territoire de faire de la méthanisation. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Yann pour nous parler des bénéfices de la méthanisation globalement. Alors, le diapo est une diapo support. Hein. Elle est, voilà, c'est pareil, il y a pas mal de choses exhaustives. Hein. Yann va plutôt vous en faire une synthèse. Ah, il y a quelques questions. Pouvez-vous préciser? Monsieur Laporta, du CITEC, vous voulez prendre la parole avant que je laisse la place à Yann de la région? Oui, bonjour. Vous bonjour. m'entendez bien? Oui, bonjour. Oui, pas de problème. Merci. Du coup, j'ai envoyé avant de finir de saisir. J'avais juste une petite question concernant le système de chauffage en fait, des unités de fabrication qui étaient évoquées. Là, j'ai lu dans la deuxième partie qu'une partie dans le cas de la cogénération pouvait être réemployée pour alimenter le process de production. Quand ce n'est pas le cas, quel type de chauffage est généralement utilisé? Ah, c'est obligatoire. Hein. C'est nécessairement le biogaz. Il y a pas, pour chauffer le digesteur, vous devez, en injection aussi d'ailleurs, détourner une partie du biogaz produit. D'accord, ok. Et ça suffit à couvrir du coup tous les besoins de, de chaleur du coup. Il peut y avoir, en général, ça suffit. Oui, moi, à ma connaissance, ça suffit. Après, Jean-Paul ou d'autres, vous pouvez compléter, mais à ma connaissance, il y a par contre des compléments ensuite. Si vous avez, par exemple, j'ai un digesteur en tête, un méthaniseur en tête qui propose sa chaleur à un lycée. Eh bien, l'hiver, il y a beaucoup de chaleur qui sont en fait pour le méthaniseur. Et du coup, c'est un peu difficile pour chauffer le lycée. Donc là, il va adjoindre une chaudière boîte échiquetée pour assurer sa fourniture au lycée, qui par ailleurs consomme aussi, lui, plus de chaleur en hiver. Sur une unité en cogénération, l'ordre de grandeur que j'ai, c'est qu'il faut 20-30% de chaleur produite pour autoconsommer pour chauffer les digesteurs. D'accord, voilà. Ok. Voilà. 20 à 30% de la chaleur, ça fait 10 à 15% de l'énergie totale. Là, les pourcentages que vous avez, c'est par rapport à ce qui rentre dans un moteur. Et en fait, quand on est dans la chaleur, effectivement, vous avez 45 à 50 kWh de chaleur utilisable. Et il y en a 10 à 15, donc ça fait effectivement à peu près 30%. Quoi. Ok, merci. C'est tout bon pour les questions? Allez, écoute Yann, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc je vais pas lire, comme tu l'as dit Guillaume, toute la slide. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'en fait il y a différents types de méthanisation qui peuvent exister, de la méthanisation agricole, de la méthanisation sur bout de station d'épuration, de la méthanisation territoriale en lien avec les collectivités. Mais dans tous les cas, c'est un sujet éminemment transversal qui fait appel aux acteurs du territoire et qui a un intérêt pour l'ensemble du territoire. Voilà. Du coup, il y a différentes entrées dans cette diapo. Il y a des sujets. La méthanisation est à la croisée de plein d'enjeux, climat, déchets, agriculture, ce que vous voyez sur la gauche. Et elle est aussi, elle apporte aussi des choses tant au niveau national que territorial. C'est un sujet d'indépendance énergétique au niveau national, mais à l'échelle locale aussi, ça apporte notamment de
notamment de l'emploi local. Et au niveau du site aussi, c'est une diversification notamment des revenus agricoles. Je ne vais pas vous faire toute la liste de ces aménités-là. Et en tout cas, ça nécessite de travailler avec l'ensemble des acteurs du territoire pour que ça soit un projet vraiment qui soit accepté au niveau du territoire. Et la méthanisation aussi, c'est quelque chose qui met en avant bien souvent l'agriculture au centre de tout cet écosystème qui nécessite du partenariat et de la transparence. Merci Yann. Voilà, du coup, effectivement, des bénéfices à tous les étages. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ensuite, on va renchaîner sur principalement les bénéfices sur le orange, la partie territoriale avec Pierre-Laurent. Ouais. Je vais peut-être pas préciser, par exemple, que pour toutes les thématiques qui sont à gauche, on parle de décarbonation de tous ces secteurs-là. Premier chef, l'agriculture, décarbonation au niveau de l'énergie par substitution d'énergie fossile, au niveau des transports aussi. Sur les questions de l'eau, c'est limiter des pollutions, le lessivage des sols. Sur la question des déchets, c'est en lien avec l'actualité qui a été évoquée tout à l'heure de tri à la source des biodéchets notamment. Donc voilà un petit peu pas mal d'avantages que peut fournir la méthanisation quand elle est traitée en transversalité. C'est vraiment, à mon sens, en tout cas, l'exemple même d'un outil d'économie circulaire totale. Tout à fait. J'avais des questions. Alors, j'étais en train de répondre à une question, du coup, en même temps, il y avait une question, alors c'était sur la partie d'avant, donc du Grand Annecy d'Adrien Roche. Peut-on utiliser la chaleur produite par la cogénération pour chauffer l'unité de méthanisation? Alors non, en unité de cogénération, qui est avec une valorisation principale de la cogénération, qui produit l'électricité et de la chaleur en sortie. Non, oui, non, pardon, excusez-moi. Pour produire oui, on chauffe l'unité de méthanisation en utilisant la chaleur, produite par le moteur cogénération, effectivement. Je crois que je me suis en injection biométhane, on est obligé de détourner une partie du biogaz pour chauffer le digesteur, d'accord? Et là, vous le détournez et vous le passez dans une chaudière et ça vous produit de l'eau chaude qui va passer dans les tuyaux du digesteur. Et excusez-moi, je crois que j'avais fait une erreur tout à l'heure. En cogénération, la chaleur pour chauffer le digesteur, elle provient du moteur où vous avez, vous récupérez la chaleur dans les fumées, cette eau chaude, et bien ensuite, elle passe dans des tuyaux qui vont venir chauffer le digesteur. Voilà. Donc, je crois que je vous avais... Voilà. Sur le détournement du biogaz, c'est en injection de biométhane. En amont de sa valorisation, vous devez prendre une partie du biogaz pour aller chauffer le digesteur. En cogénération, vous le valorisez dans le moteur et vous récupérez une partie de la chaleur de ce moteur-là et vous l'amenez vers le méthaniseur. Je m'excuse par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je crois que je m'étais... Voilà. Ensuite, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la technique de condensation des digestats et son intérêt? Alors, là, hop, du coup, là-dessus, je laisse peut-être les gens répondre, et sinon, on reprendra la question après. Le coût d'achat du gaz pour les habitants situés à proximité de l'unité de méthanisation peut-il être diminué? Alors, c'est M. Mercier qui demande ça. Eh bien, ça serait... ça a failli être proposé, d'ailleurs, sur la première version de la loi d'accélération des énergies renouvelables, il y avait une proposition de ce type qui a été finalement enlevée, et je ne peux pas vous dire par qui, pourquoi. Aujourd'hui, en tout cas, non. Ce n'est pas le cas, mais nos amis de GRDF sont peut-être parmi nous pour infirmer, mais a priori, non. Le coût d'achat du gaz est inchangé qu'on habite à côté ou pas d'une unité de méthanisation. Par contre, il n'augmente pas non plus parce que vous êtes à côté d'une unité de méthanisation. Il y a parfois des opposants qui pensent que le gaz va augmenter. Ça, ce n'est pas le cas. Hein. Voilà. OK. Ensuite,
Monsieur Lemarchand, les énergéticiens historiques interviennent de façon conséquente dans les projets en cours de développement et en fonctionnement. Peut-on considérer qu'il s'agit de projets agricoles territoriaux quand ils représentent 45% des parts du projet? Eh bien, effectivement, à partir du moment où la majorité des intrants restent agricoles et où le propriétaire de l'unité de méthanisation est agriculteur, c'est de la méthanisation agricole. Et dans la typologie que nous, on utilise là en région, on l'appelle effectivement méthanisation agricole territoriale. Inversement, si la majeure partie, celui qui est aux manettes de l'unité est un privé non agricole, c'est par exemple Engie, à ce moment-là, c'est de la méthanisation territoriale dite non agricole. J'ai ouï dire que les PCS du biométhane étaient plus faibles que celui fossile. Avez-vous un retour là-dessus? Alors, en l'occurrence, je sais où trouver la réponse, mais là, concrètement, je n'ai plus en tête. Voilà. Je ne peux pas vous le dire, Benjamin, oui, excuse-moi, mais je pourrais te retrouver la réponse, il n'y a pas de problème là-dessus. En fait, la réponse est c'est très simple, en fait, elle se trouve dans une étude qu'on va vous présenter tout à l'heure. Voilà, c'est sur les gaz à effet de serre. OK, on a balayé toutes les questions. On passe. Il y avait une question de Madame Lemarchand sur. de condensation. Mais est-ce qu'il serait possible de préciser la question parce que je ne suis pas sûr de très bien la comprendre sur la condensation des digestats. Oui. Je n'ai pas trop compris. Oui. Ah. Allô? Oui, on a perdu par contre Frédéric Guillou. Merci pour votre réponse. Condense en fait. Fait de la condensation des digestats liquides pour les rendre solides en fait. Oui, ça c'est. Alors, ouais, pardon. Ouais, ça c'est souvent des. Enfin, c'est assez exceptionnel parce que c'est très énergivore et généralement c'est pratiqué dans les secteurs géographiques où on est en excédent stratégique sur l'azote et ça permet. Structurel, ouais. Un excédent structurel en azote, où on peut plus se permettre de rajouter de l'azote sur ces territoires-là, donc c'est essentiellement dans l'ouest de la France, pour caricaturer à peine, et ça permet d'exporter ces digestats solides sur d'autres secteurs géographiques. Donc c'est vraiment une question logistique et liée à des conditions de territoire très particulières. Et ces évapoconcentrateurs qui permettent ça, c'est quand même des outils coûteux. Ce n'est pas abordable pour une petite unité de méthanisation à même du 130 normomètres cubeurs. C'est des choses qu'il faut quand même amortir. OK. On continue? Allez. Donc, on reste sur les bénéfices de la méthanisation et notamment, donc, on va faire un zoom sur les territoires. Je passe la parole à Pierre Laurent de l'ADEME pour quelques diapos qui va nous commenter maintenant. Pierre, à toi de jouer. Voilà, donc Et promis, je ne te coupe pas. En ce qui concerne les retombées pour les territoires, ça a déjà été abordé par Yann dans le slide précédent, donc je vais aller assez rapidement. Bon, là, c'est un focus qui est présenté différemment, plutôt focalisé sur les territoires. Bon, grosso modo, on trouve les principaux titres. C'est qu'on a un traitement des déchets qui est optimisé et 2 fois moins cher que l'incinération ou l'enfouissement à la charge des collectivités. On a également un impact économique en termes d'emploi, puisque en 2020, ce sont 4400 emplois à l'échelle nationale. Et étant donné les perspectives de développement, ce sera beaucoup plus dans les années et les décennies à venir. En termes de production d'énergie renouvelable, là aussi, on a un intérêt pour les territoires, c'est-à-dire qu'un territoire peut devenir non pas seulement un consommateur d'énergie, comme c'est le cas généralement, mais aussi un producteur d'énergie grâce à la contribution de la méthanisation. Par exemple, un méthaniseur qui traite 15 000 tonnes par an, c'est 500 maisons chauffées ou 60 bus urbains alimentés en bio-GNV, en carburant. Voilà, et bien évidemment, l'intérêt… je terminerai par l'intérêt climat, mais sinon, tout en bas, on voit un soutien à l'agriculture, et oui, puisque c'est une plus-value pour une activité agricole,
et aussi une plus-value pour le territoire, hein, puisque c'est de la richesse qui est produite sur le territoire, c'est autant d'équivalents gaz importés en moins. Et ensuite, eh bien, on a l'impact évidemment climatique, puisque le biogaz émet 6 à 8 fois moins de gaz à effet de serre, mais si on tient compte de tout le process versus si on ne faisait rien. Voilà, ben, je pense qu'on peut passer à la slide suivante, sauf si vous avez des questions, bien évidemment. Alors, oui. C'est bon, Guillaume, je continue? Allô, Guillaume? Oui, excuse-moi, j'avais enlevé mon micro. Oui, vas-y, on prend les questions après cette diapo. Je laisse faire cette diapo. C'était aussi pour vérifier si on m'entendait encore. Hein. Ouais. Voilà, donc ensuite, eh bien, quelle est la typologie des projets? Parce que voilà, il n'y a pas un seul type de projet monolithique. Hein. On a des variantes techniques qui ont été abordées précédemment, mais nous avons aussi des variantes en termes de taille, mais aussi en termes de porteurs de projets. Voilà. Donc, on a une majorité d'unités de méthanisation portées par des agriculteurs, dite méthanisation à la ferme, où là, en général, ce sont les capitaux du projet sont détenus en général à 100% par les agriculteurs, pas toujours, mais en général. Ce sont eux qui ont la maîtrise des matières organiques, hein, de leur gisement, ainsi que de leur surface d'épandage. Ensuite, on a les porteurs de projets dits privés. C'est un peu un abus de langage parce que les agriculteurs aussi sont du domaine privé. Mais on va dire privé autre qu'agriculteur. Hein. Donc là, on pense notamment aux développeurs. On peut citer des exemples. À Montbrison, par exemple, il y a une unité de méthanisation qui se crée avec donc des fonds privés de développeurs, mais il peut y avoir aussi une entrée au capital des collectivités sous forme parfois aussi de sociétés d'économie mixte. Donc, ça peut être intéressant aussi d'avoir un montage qui fait qu'au capital, on a associé même des habitants, une société d'économie mixte, agriculteurs, bien évidemment, parce que les agriculteurs peuvent être aussi apporteurs de matière sur ces projets, on va dire, privés, même s'ils ne sont pas agricoles. Il peut y avoir des apports agricoles. Voilà. Et enfin, les collectivités, hein, donc, où c'est la collectivité, alors, soit qui investit sur fonds propres et qui gère en régie, soit qui fait appel à une délégation de service public. Exemple, Rouennais Agglo, où on parlait des bouts de station d'épuration tout à l'heure. On va avoir c'est une délégation de service public, mais pour le compte de Rouennais Agglo, qui va mettre en œuvre un double méthaniseur, c'est-à-dire une file bout de steppe et d'autre part une file biodéchets. Voilà, et là, c'est encore un portage, on va dire, à l'initiative de la collectivité. Voilà, okay. Voilà pour ce… Eh ben, merci Pierre. Hein, je rajouterais juste, par exemple, aussi des unités de méthanisation où il y a effectivement un mixte d'actionnaires et agriculteurs et puis des actionnaires citoyens, énergie partagée ou des fonds comme Mimosa ou d'autres fonds de financement participatif. Hein, des choses qui se développent hein, parce que les unités de méthanisation, ça coûte quand même relativement cher et les banques demandent au moins 20% de fonds propres incluant les aides. Mais bon, ça reste autour de 10% de fonds, on va dire, apportés par les actionnaires. Et là-dessus, les agriculteurs ont parfois, en tout cas, intérêt à s'associer avec des tiers investisseurs et, à notre sens, ont généralement l'intérêt à s'associer à des tiers investisseurs, y compris pour travailler de l'acceptabilité de l'unité sur le territoire. Et ce que tu soulignes, pardon, Guillaume, peut être vrai pour ces trois types de partenariats, de projets, quoi. Tout à fait. Ok, eh ben, je
juste, alors sur l'intérêt pour le territoire aussi, je voulais vous montrer cette étude, mettre en avant cette étude d'analyse de cycle de vie biométhane. Alors, ce n'est pas pour toutes les unités de méthanisation, hein, c'est pour le biométhane qui a été fait par l'INRAE et qui a effectivement fait l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre d'une unité de méthanisation en biométhane, alors avec différents scénarios, scénario élevage, scénario culture, etc. Mais globalement, quels que soient les scénarios, unité d'injection biométhane, elle émet des gaz à effet de serre, elle contribue malheureusement aussi un petit peu au réchauffement climatique, mais beaucoup moins que si elle n'était pas là. Voilà, et ça, c'est une des questions qu'on avait. Enfin, une analyse de cycle de vie, c'est des choses très, très, très complexes à faire hein, quand on veut vraiment la faire de manière rigoureuse. Et il s'avère que, eh bien, une unité de méthanisation, quand elle n'est pas là, on émet peut-être sur une base 100 de gaz à effet de serre. Quand elle est là, on n'émet plus que 25. Voilà, il y a une forte diminution des émissions de gaz à effet de serre quand la méthanisation est présente sur une ferme, notamment hein, par rapport à tout simplement aussi d'économies faites d'extraction pour les gaz fossiles, et puis aussi par rapport à la gestion des effluents d'élevage, puisque même quand ils sont en bout de champ, les effluents d'élevage, ils émettent du méthane, mais dans la méthanisation, eh ben, le méthane, quelque part, est transformé en CO2, qui est 25 fois moins réchauffant à 100 ans et du coup, même qui peut d'ailleurs être capté, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le CO2. Cette étude-là, c'est là, Benjamin, qui risque, je crois, que tu auras des valeurs par rapport par rapport au CH4 de mémoire. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à approfondir cette étude, à aller la voir. Elle est fort intéressante sur l'impact en termes de tout un tas de choses, d'ailleurs, pas que de gaz à effet de serre. Là, je vous montre que les gaz à effet de serre, mais il y avait pas mal de choses traitées dans cette étude-là. Et retenons qu'on a un abattement de 75% des émissions de gaz à effet de serre avec la méthanisation. Voilà pour cette partie-là. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe à la dernière partie qui n'est pas très longue. Alors, OK, a priori, il y a ratio présenté, 15 permettre de chauffer est une théorie qu'il faut effectivement vérifier. En effet, tous les intrants ne se valent pas. Oui, Madame Lachance, je suis d'accord. C'est voilà, peut-être pas évident de parler d'intrants. Parce que 15 000 intrants, ça peut faire des unités de méthanisation de puissance très variable. Je vous rejoins complètement. Vous avez d'autres ratios, des ratios là, calculés en kilos, en lien avec la production élec ou la production de biométhane par rapport à des équivalents de foyers en région en plus. Donc, je vous laisserai vous y référer. Alors, après, il y avait Benjamin Feb qui parlait de la méthanisation et de la biologie du sol. Eh bien, on va y revenir. Si tu en es d'accord, je déroule juste la fin et puis on va voir, on garde la question en tête. Alors simplement, si vous avez un projet de méthanisation, là, quelques éléments à ne pas oublier. Il y a des chances que vous soyez rapidement contacté par des assembliers, des constructeurs, ce qu'on appelle un assemblier qui va assembler des pompes, du béton, pour vous faire un procédé de méthanisation. Voilà. C'est des gens tout à fait sérieux, mais qui ne connaissent principalement que leur métier, leur cœur de métier, l'assemblier. Et donc, c'est cette voie-là. Voilà. Et j'y ai mis une croix, vous voyez, on y a mis une croix hein, collectivement, c'est qu'on vous conseille plutôt de prendre le temps de vous presser lentement. C'est-à-dire qu'un projet de méthanisation, il faut quand même, c'est une belle aventure qui peut être un petit peu intense, donc il ne faut pas perdre de temps, il faut y aller de manière méthodique, mais prenez le temps d'y aller de manière méthodique. Voilà. Et pour cela, prendre le temps, c'est prendre le temps d'étudier son projet avec des gens qui savent étudier un projet dans leur globalité, j'entends, qui sauront vous donner un chiffrage global, pas uniquement process, etc. Alors, il y a des assembliers qui aujourd'hui chiffrent quand même plus globalement qu'avant, mais néanmoins, le gage quand même d'indépendance, c'est le bureau d'études qui va vous faire une étude de faisabilité. Ensuite, vous passerez à la phase, si l'étude de faisabilité est positive, à la phase de développement de projet. Et le bureau d'études va pouvoir vous faire des consultations de constructeurs, les mettre en concurrence, analyser des offres constructeurs, etc. Bref, prenez le temps
ne perdez pas de temps et en même temps, prenez le temps de bien suivre les étapes en vert et notamment de vous entourer d'une équipe projet avec en minimum, en tout cas, un bureau d'études qui est là pour vous aider à trouver le bon assemblier, à vous faire les dossiers ICPE bien carrés et à vous aider aussi par rapport à lever le financement bancaire et l'actionnariat. Voilà. Et par rapport à cette phase verte-là, qui est donc une phase d'étude, eh bien, je vais laisser la parole à l'ADEME qui va vous présenter les soutiens possibles et puis aussi finalement comment faire pour accéder à des bureaux d'études et sélectionner aussi son bon bureau d'études. Mais retenons qu'il faut se presser lentement en méthanisation. Je te passe la main, Pierre, pour présenter finalement les outils pour suivre ce chemin vert. Pardon, je réactivais le son et la vidéo. Voilà, donc en fait, en amont de chaque projet, en fait, il convient de procéder à un ensemble d'études, on va dire, ou d'actions immatérielles en amont de chaque projet. C'est la raison pour laquelle l'ADEME peut financer différents types d'actions amont. On va commencer par les études actions territoriales, c'est-à-dire que nous avons accompagné, la région aussi l'a fait, nous avons accompagné de nombreuses collectivités à l'échelle soit d'un département, même à l'échelle régionale, on l'avait fait avec la région, au niveau départemental et aussi infradépartemental, à la demande de certaines communautés de communes, par exemple, pour mieux identifier le potentiel de développement de la méthanisation sur un territoire donné. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étude territoriale pour développer la méthanisation, dont vous trouverez le cahier des charges sur le lien qui est indiqué. Ensuite, si on prend un zoom plus réduit, à l'échelle donc du projet de méthanisation, on trouve ce qu'on appelle l'étude de faisabilité, à prendre au sens large du terme, hein, puisque c'est une étude avec un cahier des charges bien précis que vous pouvez également télécharger, étudie les matières disponibles entrantes pour le digester, le dimensionnement, le coût global prévisionnel, la définition technique et bien entendu les aspects, épandage évidemment, mais aussi les aspects financiers, c'est-à-dire excédent brut d'exploitation, résultat annuel prévisionnel sur 15 ans. Voilà, c'est une étude très complète. Ensuite, qui doit être réalisée par un bureau d'études qualifié Calimeta ou équivalent ou en passe de lettres, on va dire, qui s'inscrit dans une démarche de type Calimeta. Oui. Ensuite, lors de la vie du projet, mais ça commence en amont, hein, on a bien sûr ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage, ce que nous recommandons fortement, qui peuvent être également, sur la base du cahier des charges, également téléchargeable, être aidé par l'ADEME. Donc tout ça, ça peut être aidé entre 50% pour une grande entreprise jusqu'à 70% pour une petite. Voilà, et puis il peut y avoir d'autres études un peu atypiques, mais qu'on peut prendre au cas par cas, hein, des études en lien avec la concertation pour une meilleure acceptabilité du projet. Voilà, donc il peut y avoir d'autres, puis études aussi de raccordement, enfin voilà, quoi. Donc c'est quand même assez large. Je pense qu'on peut passer. Merci Pierre. Alors, je ne sais plus si tu as dit, mais en tout cas, elles sont aidées hein, jusqu'à j'ai mis 70%. Oui, jusqu'à 70%. Jusqu'à 70%, ça dépend. Mais majoritairement pour les collectivités, puis pour les porteurs privés agricoles ou les petits porteurs de projets, c'est 70% d'aide. C'est ça. Et j'ai oublié de signaler, mais c'est rare qu'on y soit, au plafond de 100 000 €. Mais c'est très rare qu'on soit à 100 000 € d'études amont. Enfin, de type études de faisabilité ou études territoriales, etc.
Ok, eh ben, écoute, merci Pierre, merci à vous. On arrive à la fin du webinaire, mais voilà, on n'a plus de diapos à vous présenter. Il y aura simplement cette diapo-là où je vous ai mis un certain nombre de ressources que vous pourrez consulter quand on vous enverra le diaporama. Et sinon, j'en profiterai aussi. N'oubliez pas, on a rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire plus technique sur les cives. Mais avant de se quitter, j'avais un petit sondage et puis surtout, on va peut-être prendre quelques questions. Je vous envoie le sondage, ça c'est fait déjà, et en même temps, n'hésitez pas à poser vos dernières questions et puis à échanger avec vous. Voilà, on est dans les temps. Alors, c'est juste un petit sondage par rapport à ces deux webinaires. Voilà, laissez-nous un commentaire et puis dites-nous comment ça s'est passé pour vous. C'est un webinaire qu'on avait déjà fait en partie de cette manière-là l'année dernière et qu'on a souhaité vous reproposer. On voit qu'il y avait aussi de la demande, on va dire, puisque vous étiez 110 à être inscrits. Bon, bien sûr, un peu moins pour être présent, c'est normal. Les webinaires, c'est toujours un petit peu un taux de perte entre les inscriptions et les présents. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir patiemment suivis. Voilà, puis après, je vous laisse la parole pour échanger. Nous, le webinaire sera terminé, mais on a 10 minutes, un quart d'heure encore à votre disposition si vous le souhaitez. Je vous laisse continuer à répondre, à marquer. Notamment si vous répondez, ça m'a en partie, il serait bien, voilà, dites-nous pourquoi, comme ça, pour l'année prochaine, on essaiera d'intégrer. Je regarde quand même en même temps, il y a quelques questions. Alors, les lots de process. Serait-il possible de nous apporter des informations sur les lots du process méthanisation et fabricants sur le marché? Alors, là-dessus, on peut s'appeler, vous n'hésitez pas à m'appeler déjà pour échanger. Et puis, vous avez sur le site régional la liste des interlocuteurs aussi bien publics que privés. Dans les privés, vous avez la liste d'un certain nombre d'assembliers qui peuvent vous proposer des choses, mais je vous le redis, regardez d'abord la liste des bureaux d'études. Voilà. Et voilà. Du coup, après, n'hésitez pas à reposer vos questions si j'y ai pas répondu. Ok, il n'y a plus trop de questions. Alors, il me semble que vous avez évoqué une vidéo de visite virtuelle d'unité de méthanisation. Oui, il y a des liens. Je peux vous les passer d'ailleurs. On va mettre fin au sondage. On est à peu près bon, je pense. Il y a 26 réponses. Ça bouge plus trop. Ok. Eh ben, écoutez, je vous remercie. Globalement, ça a répondu à vos attentes, au moins en partie. Il y a à peu près 75% de gens à qui ça a répondu aux attentes, et puis 25% où il y avait une attente qui a été en partie satisfaite. Donc, merci à vous. Je vais y mettre fin. Allez, j'y mets fin dans 10 secondes. Allez, ok. Merci. Alors, du coup, oui, j'ai une vidéo. Alors, oui, on peut regarder, si vous le souhaitez, je peux les lancer, là, pour ceux qui souhaitent les regarder. Il y a une vidéo de voix liquide, c'est notamment Nicolas Robert qui date d'il y a quelques années. Alors là, son unité a un peu évolué, mais elle est assez intéressante. Puis une vidéo de voix solide. En tout cas, elle est dans le diaporama. Je vais voir s'il y a une ou deux questions. Et puis sinon, je peux vous les lancer. Madame Le Marchand, la réponse que je vous ai faite, ça vous va? Prenez la parole. Peut-être plus là.
Oui, si, je suis toujours là. Concernant les équipementiers, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, je suis sur votre site, je les ai trouvés, merci. Mais moi, alors... ce que j'aurais voulu savoir, c'est est-ce qu'il y en a qui sont plus performants que d'autres? Parce que vous n'avez pas du tout abordé dans la présentation les soucis qu'on a sur certains méthaniseurs. Et du coup, est-ce que ce n'est pas lié aussi à la qualité des équipements? Alors, on ne l'a pas abordé, mais par contre, on peut l'aborder. Hein, là, c'est le moment, hein, si vous souhaitez qu'on en parle. Alors, sur les soucis, sur les méthaniseurs, il y a un certain nombre de méthaniseurs. Hein, alors, il y a à peu près, on va dire, 5 méthaniseurs en région là, qui ont été arrêtés sur 150, sur un peu plus de 142 en fonctionnement. Et majoritairement, effectivement, il y a eu des problèmes liés à la conception de l'unité, en partie. Hein, ça fait partie des problèmes. Et clairement, la plupart du temps, c'est des gens quand même qui sont passés direct assembliers. Ensuite, il y avait, on va dire qu'il y a eu... Il y a eu à un moment donné, en méthanisation, des gens qui voulaient tenter des choses et qui avaient les fonds, mais en fait, ils n'ont pas pu aller au bout, et en même temps, ça a laissé du coup l'agriculteur dans la difficulté. Donc ça fait partie d'un des problèmes. Finalement, c'est plus en lien avec comment on finance et on aide la recherche-développement en France pour le développement de process. Donc là, je pense à des unités dans la Loire, par exemple, qui ont été démantelées, ou même à une unité dans le Puy-de-Dôme, parce que la start-up n'a pas pu aller au bout. Est-ce qu'elle n'était pas sérieuse ou sérieuse, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par contre, ils étaient passés en direct et il n'y avait pas eu d'expertise d'un tiers. Ensuite, il y avait aussi des problèmes parce que parfois, pour faire une bonne unité, il faut un bon assemblier, il faut aussi un bon porteur. Hein. Et il y a des porteurs qui peuvent être un peu complexes, et quand l'assemblier est lui-même un peu complexe, eh bien, ça aboutit à des difficultés. On a vu une unité de méthanisation en région où voilà, le porteur, pour le coup, s'est fait au début accompagner un bureau d'études, et puis après a été directement voir un assemblier avec qui il a mis fin, etc. Et puis du coup, c'est un autre assemblier qui a repris, mais sans refaire toutes les études, parce que l'agriculteur ne voulait pas les repayer, etc. Bon, et bref, et finalement, c'était pour le coup quelqu'un de trop pressé, de très pressé, ce porteur de projet, et son unité est en difficulté. Il y a eu des unités en difficulté en 2019-2020 pour les mises en service, et ça résulte du fait qu'il y a eu un boom des constructions d'unités de méthanisation dans les années, là, en 2020, autour de 2020, 2019-2020, parce qu'il y avait des signaux réglementaires comme quoi la réglementation allait changer, notamment au niveau des tarifs. Et du coup, nous, quand il s'agissait notamment d'entreprises françaises, qui restent des petites entreprises par rapport à les assembliers allemands, eh bien, il y a eu des problèmes de main-d'œuvre. Voilà. Et les gens, les sociétés de méthanisation ont dû appeler des gens qui étaient au final, qui se montraient finalement pas avec les qualifications suffisantes. Ça a créé des soucis de mise en service. Ça. Voilà. Après, vous avez peut-être d'autres idées, hein, et d'autres exemples. Il y a eu ces problèmes-là, en tout cas, effectivement, dans la filière. Donc, pour les assembliers, vous vous rapprochez soit de Marion Deleboe, vous pouvez aussi vous rapprocher, voilà, Marion Deleboe, si elle est au point. Si il y a Jean-Paul Sauzès, c'est de la méta agricole. Si c'est de la méta collectivité, je suis à votre disposition. Nous, on a quand même quelques assembliers un petit peu, effectivement, en ligne de mire. Mais, oui, voilà. Juste, j'interviens parce que j'ai la liste des assembliers constructeurs sous les yeux. Ouais. Là, je vois que vous avez toujours Métajoule à salaire. Vous connaissez les problèmes de salaire. Oui, tout à fait. Il ne faudrait pas le laisser. Hein, si, oui, vous avez raison. D'ailleurs, je peux vous dire que... J'ai rien contre la personne, mais voilà. Et donc, du coup, moi, j'ai une question très précise. Est-ce que les personnes qui construisent des méthaniseurs, que ce soit des collectivités ou des groupements d'agriculteurs ou des agriculteurs, ils ont une obligation de remise en état ou pas? Et quel est le niveau de remise en état? On a ce problème à salaire, justement. Alors ça, là, honnêtement... Si tu veux, je peux y aller. Vas-y. Alors, je connais très bien le dossier de salaire biogaz pour y être intervenu à différents titres, mais plus largement. Alors,
même si on a beaucoup de difficultés avec Metajoule, il y a quand même en France une installation qu'ils ont construite qui fonctionne en Bretagne. Ils ont payé le prix très fort de leur tâtonnement du départ, puisqu'il y a une installation en carafe et l'autre qui fonctionne à moitié. Donc aujourd'hui, il y a quand même une installation qui fonctionne correctement en Bretagne. Donc, il ne faut pas tout leur enlever, même si j'ai passé beaucoup de temps à me bagarrer avec eux. Sur la remise en état. La remise en état, dès lors qu'on est une ICPE, il y a une obligation de remise en état. Remise en état, ça ne veut pas dire remettre le terrain tel qu'il était avant qu'on construise quoi que ce soit. Ça veut dire simplement de rendre le site, déjà pour qu'il ne génère aucune nuisance chez les voisins et à l'environnement. Et d'autre part, mais ça veut dire aussi qu'on peut réutiliser le site pour en faire peut-être autre chose. Voilà, il y a certains éléments de la construction qui peuvent peut-être être gardés, réutilisés et pouvoir être repris sur autre chose. Voire on rase tout et on reconstruit une autre installation de n'importe quel autre type dessus si le PLU le permet. C'est ça la remise en état. La remise en état, c'est pas remettre, si c'était une prairie au départ, c'est pas remettre une prairie à la place, c'est rendre le site dans un état où une activité similaire puisse être remise en route. Et bien sûr qu'elle n'ait aucun impact sur l'environnement. Parce que ça c'est pas évident pour les riverains, hein, parce que quand on se retrouve riverain d'une installation territoriale industrielle qui occupe 3-4 hectares avec 6 cuves de 15 mètres de haut et qu'elle a une durée de vie prévisible de 15 ans et que la remise en état, c'est qu'on vide toutes les cuves et on s'assure que la clôture tienne, ça va pas, quoi. Moi, je suis pas contre la méthanisation, mais c'est prendre les gens pour les riverains pour des gens qui n'existent pas, quoi. Donc, je pense que ça, il ne faut pas le passer sous silence, il faut en parler, il faut être plus exigeant, parce qu'on sait que c'est des installations qui auront une durée de vie relativement courte au final. On n'a pas beaucoup de retours encore sur la durée de vie de ce type d'installation. Est-ce que vous avez des informations? Parce que là-dessus, oui, normalement, l'unité de méthanisation, là, il y en a qui arrivent au bout de 15 ans de leur contrat, mais elles vont continuer. Hein. C'est quand même du béton à la base. Quand c'est bien fait, c'est quand même robuste. Et aujourd'hui, il y a différents outils. Ils vont continuer à produire de l'énergie. Ça va durer. Après, il y a effectivement le béton qui s'use, il y a du matériel d'usure, mais globalement, c'est quand même des unités qui ont vocation à durer encore sans doute au moins une quinzaine d'années quand elles ont fini, mais même plus une fois que le béton est là, et du moment qu'il reste en état. Et ça, là, bon, effectivement, on n'a pas encore tout à fait le recul sur le béton. En l'occurrence, vous concernant sur le Cantal, il y a eu effectivement un problème même de béton dès le départ. Ouais. Mais c'est quand même très rare. Hein, ça. Il faut distinguer les sites qui ont malheureusement fait, les quelques sites qui ont malheureusement fait l'objet de malfaçons et qui ne fonctionnent pas, quoi, de ceux qui fonctionnent normalement. Après, par rapport à la question de madame, eh ben, en fait, ça vaut cette question-là pour toute activité humaine, finalement. Bon, sachant que, comme le disait Guillaume, on espère bien que, en toute logique, le site continue beaucoup plus longtemps que 30 ans, sachant que 15 ans, c'est avec l'investissement initial. Après, c'est ce qu'on appelle du revamping. S'il faut changer dans le cadre de la cogénération, par exemple, un moteur, ou dans le cadre de l'injection d'autres pièces d'usure, etc., oui, le site peut repartir sur un nouveau cycle, à condition, bien évidemment, comme pour tout ce qui existe en termes d'activité économique, pour tout ce qui existe, même une ferme, et il doit y avoir une maintenance et puis une reconduction de l'activité. Mais là, pour les business plans, on part sur 15 ans pour s'assurer que sur 15 ans, le projet est suffisamment rentable. Voilà. Après, il y a vraiment de bonnes raisons d'espérer que les
les projets continuent leur activité, mais il y aura besoin effectivement de changer des pièces d'usure, et toutes sortes de pièces du process, comme dans n'importe quelle activité agricole ou industrielle ou artisanale. Les premières unités de méthanisation, elles arrivent quasi à échéance du contrat là. Les premières installations, elles ont été sur la Savoie et la Haute-Savoie, elles continuent à fonctionner. Elles ont été mises en service en 2008 c'est ça. Sur la région. Donc, et elles fonctionnent toujours plutôt bien. Elles ont connu des hauts, des bas, mais elles fonctionnent plutôt bien. Pareil pour les 2 premières que nous avions financées en 2009 sur la Haute-Loire, ça continue, quoi. Alors, juste sur la remise en état du site, c'est une obligation réglementaire comme n'importe quelle autre activité industrielle, comme on impose les mêmes choses d'un élevage à un site Céveso. Bon, sur une carrière, on ne va pas lui demander de reboucher le trou, c'est clair. Par contre, on va faire en sorte que le site soit remis dans un état tel que, il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, l'impact visuel en partie, et 2, qu'on puisse remettre à la place une autre activité ou une activité similaire sur le même site. Ça fait partie, on a dans d'autres contextes des règles qui vont nous imposer des zéro artificialisation nette d'ici à partir de 2030 jusqu'à 2050. Et là, très honnêtement, les friches industrielles, puisque voilà, on peut considérer que c'est quand même une activité que l'on peut classer dans le domaine industriel, les friches industrielles, on ne les laissera pas vivre sans rien faire, puisque de toute façon, le terrain artificialisé va être de plus en plus difficile à être artificialisé, et donc il faudra bien réutiliser les terrains, les sites en la matière. Et donc, ça, les services de l'État, que ce soit l'ADEME, même quand il n'y a plus personne pour pouvoir, parce que le site a déposé le bilan, qu'on n'a plus de personnes ni morales ni physiques pour pouvoir acter de la remise en état du site. Il existe des procédures financées par l'État via l'ADEME sur ce genre de remise en état du site. On ne replantera pas forcément la pelouse là où il y en avait, mais on fera en sorte que le site n'ait plus d'impact sur l'environnement. Merci, merci Marc. Donc là, on dépasse, on n'est plus dans le webinaire, on est dans l'échange en direct entre nous. Il y a Jean-Paul Sauzet qui va nous quitter. Merci Jean-Paul pour ta présence. Le webinaire, on l'a bien terminé à 14h30. Là, on est plus dans l'échange. On va d'ailleurs quand même y mettre fin. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais je vous propose, ont-elles une valeur conséquente? Les garanties d'origine, c'est variable. Je te propose qu'on se rapproche pour qu'on en reparle. Écoutez, pour les derniers présents, je vous propose, j'ai essayé de vous passer un film, un film de 2 minutes sur une belle unité de méthanisation qui a évolué d'ailleurs depuis, mais voilà. Et puis, on se quittera là-dessus. Alors, j'espère que ça va marcher. Voilà. Dites-moi si vous entendez bien. Ça dure 2 minutes. Et puis après, on se quittera et on se dira peut-être à la semaine prochaine, vendredi prochain, 13h, 14h30. Ce sont les chambres d'agriculture avec le témoignage d'un méthaniseur isérois, Raphaël Point, sur l'expérience des cultures intermédiaires à vocation énergétique en région. Voilà, je vous envoie la vidéo, j'espère que ça va marcher et je vous dis à très bientôt pour ceux qui nous rejoindront. Nicolas Robert est éleveur dans un GAEC qui a innové par la mise en place d'une unité de méthanisation. On est sur une installation de 150 kW électriques pour 179 kW thermiques. On peut en retirer 2 produits, donc d'une part l'électricité à hauteur d'1 150 000 kW par an. C'est la consommation annuelle de 300 maisons, mais également la chaleur qui nous sert à chauffer le lycée, mais également la salle des fêtes sur la commune. Donc notre installation aujourd'hui, elle fonctionne principalement à hauteur de 72% sur nos effluents d'élevage, donc notre fumier et notre lisier. On a également un partenariat avec une coopérative sur les matières stercoraires.
mais également un autre partenariat avec un fournisseur privé sur du déchet vert. Mais on dispose aussi d'un autre intérêt, c'est le digesta. Donc on utilise ce produit comme épandage à même titre que le lisier. On a aujourd'hui un produit qui est beaucoup plus assimilable par la plante, ce qui nous a permis de faire une économie considérable au niveau de nos apports d'engrais. C'est également intéressant dans le sens où le digesta est un produit qui est inodore. On a investi à hauteur de 1 350 000 €. Nous avons été aidés, nous, sur le projet à hauteur de 27% par différents partenaires publics. On a quand même de réels appuis au niveau départemental, régional ou même national sur le montage des projets, les études de faisabilité, mais également la partie économique en termes de subventions. L'activité de méthanisation aujourd'hui, en termes de temps et d'organisation au niveau de notre travail, on peut le quantifier à hauteur de 1 heure, 1 heure et demie par jour, mais c'est du temps qui aujourd'hui il est plutôt rémunérateur. Notre métier premier, bien évidemment, ça reste la production laitière, c'est ce qui nous anime tous les jours. Mais la méthanisation nous apporte, au même titre que peut apporter la vente directe, une autre ouverture d'esprit dans un premier temps, mais également une autre approche de notre métier à travers l'économique, la partie écologique également. C'est à nous, agriculteurs, de prendre et de porter ces projets-là pour que justement ils restent dans les mains de la profession agricole et qu'ils ne partent pas sur d'autres filières. Un projet de méthanisation agricole bien construit peut être une opportunité face aux contraintes réglementaires de stockage des effluents d'élevage. Il peut aussi être l'équivalent d'un nouvel atelier et développer l'emploi. Voilà, écoutez, merci à vous, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.